Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, il va être question de la très médiatisée No-Fly Zone dont on entend parler un petit peu partout ces derniers temps. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous présenter les deux types différents que l'on entend dans la presse. Le premier, autour de Close the Sky, autour de cette opération qui s'appelle Sky Shield, qui est beaucoup poussée depuis la rentrée dans les médias. Et en premier temps, nous allons traiter de la coalition des volontaires qui ont déjà annoncé qu'il y aurait un volet aéronautique à cette coalition. Alors spoiler alerte, on va aller chercher des sources qu'on ne vous présente pas souvent dans la presse, peut-être avec un objectif caché, comme par exemple cette carte qui nous montre clairement où ont lieu les frappes de drones en Ukraine. Et spoiler alerte, il n'y en a pas, en termes de pourcentage, énormément dans l'ouest, là où la no-fly zone pourrait assez facilement opérer. Donc on va voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus. Il y a très peu de classes disponibles. Roger, ball. Juste avant d'attaquer, vous connaissez cette chaîne. Notre objectif, c'est de vous informer de la manière la plus technique possible, ne pas chercher à influencer votre jugement, mais vous permettre d'augmenter vos connaissances, vous forger vos propres opinions. C'est la base en démocratie, mais forcément, j'ai des biais. Et mon biais principal, c'est quoi? Mon père a fait la guerre froide, était bombardier nucléaire en Mirage 4A et a donc protégé les frontières de l'OTAN, fait de la dissuasion nucléaire pendant longtemps. Ensuite, derrière, moi, je suis arrivé, j'ai servi dans l'armée française pendant une petite quinzaine d'années et j'ai été au combat, j'ai ouvert le feu pour la France. Je suis en France, je suis franco-canadien, mais j'habite en France, mes entreprises sont en France, mes 4 enfants sont en France, ma femme est en France, donc forcément, ce qui m'intéresse, bleu, blanc, rouge, c'est en priorité le succès des armes de la France. Ensuite, derrière, j'ai quand même fait ma formation aux États-Unis. 2 ans, un peu plus de 2 ans en échange aux États-Unis où j'ai été breveté pilote de combat avant de revenir en France, super étendard Rafale. J'ai une expérience opérationnelle de l'AER et de la protection de l'espace aérien. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'en 2016, en janvier 2016, il y a eu des fast boats américains qui ont été pris en otage par les Iraniens à Farsi Island et c'est Bibi avec un autre pilote qui s'est retrouvé à devoir protéger le porte-avions américain dans les eaux internationales au large de l'Iran ce jour-là. Et donc j'étais avec mon Rafale, avec mon leader, on était tous les deux en vol et on a dû faire de l'interception de drones iraniens. Donc là on était en janvier 2016, donc j'ai déjà intercepté des drones. J'ai une petite idée de comment ça se passe et spoiler alerte, on était en une situation de crise, peut-être la crise d'un point de vue RR la plus forte que j'ai été amené à connaître pendant que j'ai servi dans l'armée française. Et on avait moins de 20% de nos capacités d'emport en missiles qui étaient armés. Et on va voir que cette gestion de stock, cette capacité à emporter du missile, il y a ce qu'on voit dans les slides PowerPoint, il y a ce que les opérationnels ont vraiment sous les ailes. Et oui, on n'avait pas beaucoup de missiles ce jour-là pour plein de raisons. Autre biais important, et ça c'est un biais qui nous touche de manière un peu plus macro, c'est nous sommes à l'heure actuelle en France une armée, on peut le dire, plutôt temps de paix. Alors on a fait des opérations extérieures, mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément cela a un impact sur la méritocratie, sur la sélection de nos généraux, on va le dire. Et on a vu par le passé que ça avait vraiment des impacts, qu'on a vu avant la Seconde Guerre mondiale, avec le alors colonel de Gaulle, qui avait une vision différente sur l'emploi des chars, sur la ligne Maginot, à qui on a dit « t'es gentil, mais tu te calmes un petit peu ». Et derrière est arrivé ce que l'on sait d'un point de vue historique. Donc il faut avoir conscience qu'il y a ce biais temps de paix et que ce qui fait un bon état-major ou un bon officier, un bon soldat temps de paix n'est pas tout à fait ce qui fait un bon soldat temps de guerre. Il faut quand même le rappeler. Si vous aviez des doutes, on a l'économie de guerre avec l'objectif de reconquérir le segment drone et on a un ministre,
démissionnaire au moment où je tourne, qui est très lucide sur nos capacités, qui a comme objectif qu'en 2029-2030, la France fasse un saut de génération en fait, au niveau des drones pour rattraper son retard. Je vous rappelle quand même que moi, quand j'étais au combat, les drones qu'on avait, c'était des Reaper, c'est des drones américains, parce que la France n'a pas réussi et n'a pas voulu prendre ce virage des drones. On en revient à l'armée temps de paix, on en revient des fois à nos décideurs qui sont de l'ancienne génération. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. La guerre évolue très vite, surtout ces dernières années, et il faut rester lucide là-dessus. Maintenant, phrase, si on a fait une formation ensemble, que je vous ai forcément dit, c'est que dit le texte dans l'aviation de ligne. On adore se référer au texte et c'est important avant d'attaquer un débat. Donc on va sur le site de l'armée française, les missions du ministère des Armées. Alors, très important, la stratégie de défense et de sécurité nationale est aujourd'hui définie grâce à ses grandes fonctions stratégiques, tout ça très bien, mais les opérations militaires, la protection du territoire national et de nos citoyens, important, ainsi que la préservation de la continuité des fonctions essentielles de la nation sont au cœur de notre stratégie de défense et de sécurité nationale. Les forces armées assurent en permanence la sûreté du territoire, de son espace aérien et de nos approches maritimes. Elles sont en mesure d'apporter leur appui aux opérations de gestion de crise consécutives, par exemple des attaques terroristes ou une catastrophe naturelle ou technologique. Là, ça vous donne une bonne idée de ce pourquoi on a une armée, c'est vraiment pour notre protection. La dissuasion nucléaire protège la France contre toute agression d'origine étatique, contre ses intérêts vitaux. Et là, il faudrait peut-être faire une petite mise à jour. Je vous rappelle qu'on a vu des États dotés se faire la guerre de manière conventionnelle. Inde, Pakistan. On a également vu l'Iran, État non doté, envoyer plus de 200 missiles balistiques d'un coup sur un État doté, mais qui ne le dit pas Israël. Donc cette phrase-là, on a vu une normalisation de la déviance ces dernières années avec ce que l'on pensait impossible, qu'un pays s'attaque à un État doté. Eh bien maintenant, c'est désormais possible. On le voit tous les jours avec l'Ukraine qui attaque la Russie, avec beaucoup de personnes qui applaudissent, mais qui oublient que cela crée une normalisation de la déviance, des précédents qui font que, en tant qu'État doté, désormais, tout le monde trouve normal que vous fassiez bombarder votre territoire, que vous fassiez bombarder vos intérêts vitaux, à savoir, par exemple, de la production d'énergie, et que cela, au point de vue international, ne vous autorise pas à répondre par la dissuasion nucléaire. Elle écarte toute menace de chantage qui paralyserait sa liberté de décision et d'action. Les forces aériennes et navales assurent en permanence la tenue de la posture de dissuasion. Oui, avec les forces aériennes stratégiques, avec les forces de la marine, les sous-marins et également avec les forces de l'aéronavale qui sont vecteurs avec le Rafale-M nucléaire également. L'intervention extérieure, sujet du jour, s'inscrit dans un triple objectif, assurer la protection de nos ressortissants à l'étranger, défendre nos intérêts stratégiques, et là c'est le politique qui décide, comme ceux de nos partenaires et alliés, et exercer nos responsabilités internationales. Vous avez bien compris que par rapport à tout ça, on est dans les toutes dernières lignes dans ce que l'on va voir aujourd'hui. Maintenant, une no-fly zone. Alors, no-fly zone avec la coalition des volontaires. À quoi ça pourrait ressembler? Ça serait une coalition post-paix. Là, c'est très important. On a deux grands sujets à comprendre aujourd'hui. Un, coalition des volontaires n'interviendrait qu'après la paix. Il y a des fois des amalgames dans la presse. Coalition des volontaires, à l'heure actuelle, ce qui est poussé, c'est après un cessez-le-feu, après la paix. Donc, pas d'opération de combat. Ensuite, Sky Shield, c'est alors que la paix n'est pas encore signée, donc opération cinétique si vous le souhaitez. Donc, le pitch de la no-fly zone post-paix, ça serait quoi? On serait sur un niveau de risque qui est faible. Ce qui est vrai, il n'y aurait plus d'opération de combat. C'est un petit peu comme en Corée, si vous voulez. Le coût serait modéré. La grande question, c'est de savoir est-ce que nos avions seraient basés dans le pays ou pas. On va voir les cartes après. Si vous les basez dans le pays, vous les basez en Ukraine, et normalement, il n'y a plus d'action de guerre, eh bien, on est sur des temps de vol, on est sur une logistique qui est complètement correcte, et donc on est sur un coût qui peut être justifié de modéré. Et le délai de mise en œuvre serait plutôt assez court. Quel type de mission serait faite? ISR, c'est de la reconnaissance. On ferait des photos, on observerait de la guerre électronique, de la CAP, donc la protection du ciel, comme il y a eu en 2022, mais côté OTAN, là ça serait côté Ukraine, et des missions de ravitaillement. Le nerf de la guerre, je vous rappelle qu'un chasseur, toutes les 90 minutes à 2 heures, il faut quand même que ça ravitaille. Petit point quand même notable, pour par exemple des Russes, entre un Mirage 2000 et un F-16, qu'ils soient ukrainiens ou qu'il appartienne à la coalition internationale, ça sera très difficile pour eux de faire la différence. On a eu ce cas-là en Libye avec par exemple les Mirage F1 français qui étaient interdits d'aller en Libye parce que Kadhafi
avaient des Mirage F1 et on avait peur de faire un tir fratricide. Donc ce que je veux dire, c'est que faire la différence entre un F-16 ukrainien et un F-16 américain, par exemple, si c'est la même version avec le même radar, va être quasi mission impossible pour des Russes. Et il faut en avoir conscience également pour des systèmes solaires, il y a de grandes chances. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la théorie. Où est-ce que ça se passerait tout ça? En fait, une fois la ligne, alors on ne va pas s'embêter, on va dire on va faire une ligne ici. N'y voyez pas quoi que ce soit de ma part, c'est juste purement pour la réflexion. Eh bien en fait, vous auriez des patrouilles, donc des combats air patrol, des avions qui peuvent tourner comme ça. Pas besoin d'en avoir beaucoup, par exemple 2x2 ça peut suffire, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Au milieu, là, vous mettez des avions ravitailleurs, une zone de tanking, ou encore mieux, chaque tanker accompagne sa patrouille, comme ça on économise les moyens, ça tourne, et pendant ce temps-là, tout de d'autres qui font des allers-retours, vous avez ce qu'on appelle l'ISR, tout ce qui est intelligence, surveillance. Ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement au sol. Là, on est sur quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. La grande question, c'est est-ce qu'on fait décoller tout ça de base côté OTAN ou est-ce qu'on s'autorise à baser nos aéronefs directement en Ukraine? S'il y a eu paix, il y a accord, faut être franc, ça coûte beaucoup moins cher si on se base directement en Ukraine et normalement, en théorie, il n'y a pas censé y avoir d'attaque. Est-ce qu'il y a une escalade ou autre? Absolument pas. Est-ce qu'il y a un risque de confrontation directe? Pas si tout le monde respecte en fait le jugement, mais si derrière il y a gradation, on va voir que tout ça, c'est très simple en théorie, mais que les what if, les qu'est-ce qui pourrait se passer, peuvent vite faire peur et être compliqués. Alors, quelles sont les grosses réflexions à avoir? La première, ultra importante, c'est OK, on commence cette opération de surveillance, si je puis dire, c'est quoi la stratégie de sortie? On a vu pour l'Afghanistan, c'est pas simple de se retirer. Quelle serait la stratégie de sortie? Parce que c'est pas tout de déployer des troupes, il faut aussi réfléchir à dans quel cas est-ce qu'on peut les récupérer. Donc ça va être un gros point de réflexion. Il faut anticiper, c'est dans quel cas est-ce qu'on pourrait récupérer, arrêter d'être présent et quel impact est-ce que cela aurait sur la situation. Pour ce qui est des what if, forcément on se poserait la question, qu'est-ce qui se passe s'il y a des drones ou des missiles qui viennent taper l'Ukraine ou qui viennent taper des installations occidentales installées en Ukraine. Ensuite, derrière, et c'est là où ça va devenir compliqué, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ces frappes soient revendiquées. Quelle serait la réaction de la coalition s'il y a des explosions, des attaques, des frappes, mais qui ne sont pas revendiquées? Ensuite, derrière, autre possibilité, c'est pas parce que vous avez une no-fly zone que ça vous protège d'attaques de petits drones mis en œuvre depuis le pays ou d'opérations de type Spiderweb qu'on a vu contre la Russie. Mais si j'étais russe, dans ce cas-là, je ferais peut-être ce genre d'opération si je veux gêner la coalition. Et là, encore une fois, en fait, ça ressemble à des attentats. Ça devient très compliqué de savoir dans quel cadre légal est-ce qu'on va pouvoir répondre. Donc là, on est vraiment dans la zone grise qu'on l'a vu ces dernières années est quand même assez présente. Zone grise qui ressemble également un petit peu à ce qui s'est passé entre le Pakistan et l'Inde, avec de l'attentat contre l'Inde, derrière une décision de l'Inde d'aller frapper directement chez les Pakistanais et ce que l'on a vu derrière. Donc est-ce qu'il faudrait répondre de manière ciblée? Tout ça, ça doit être réfléchi en amont et c'est pas aussi simple que ça. Les what if, on n'a pas forcément envie qu'ils arrivent, mais on est obligé d'y réfléchir car c'est la base du déploiement d'opérations militaires, c'est quels sont les ordres, qu'est-ce qu'on anticipe comme scénario le plus probable, comme scénario le plus sympa, il ne se passe rien, et comme scénario le pire, ce genre d'attentat non revendiqué du côté ukrainien. Maintenant, la question se pose aussi de l'autre côté, si c'est côté russe, et il y aura forcément une réflexion, parce que si par exemple il y a des impacts côté russe, ou même pire, ça peut être des attaques sous faux drapeau d'un pays qui fait croire que l'autre l'attaque, quelle direction est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Autre point sur lequel il faut forcément réfléchir, on a beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est comment réagir en cas d'attaque frontale. Vous avez 4 avions de chasse et d'un coup, il y a une grosse vague d'assaut russe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se retrouve en guerre directement contre les Russes ou pas? Et là, on va voir un peu plus tard, la problématique, c'est que ce ne serait pas l'OTAN, ça serait la coalition des volontaires. Et ça change tout et c'est un énorme piège pour nos pays. Mais avant de creuser tout ça, il faudra également définir donc le cadre légal, les règles d'engagement, la philosophie d'ouverture du feu, dans quel cas est-ce qu'on ouvre le feu, on voit un drone, mais si c'est un gros drone encore ça va, un missile ça va, mais les petits drones comme je l'ai dit ça va être plus compliqué. Le cadre opérationnel, où sont les bases de projection, quel volume d'avions est-ce qu'on envoie?
Pas la peine d'envoyer un gros volume d'avions, c'est juste de l'observation. La déconfliction avec les systèmes solaires, surtout s'il y a encore un peu de la présence de drones non revendiqués. Ukrainien contre un avion international, comment réussir à faire la différence pour les différents joueurs. Tout va bien en temps de paix, mais s'il y a une gradation et qu'on se retrouve un peu au milieu, eh ben, ça peut gêner et on peut se retrouver à se prendre des missiles qui ne nous sont pas destinés. Et ensuite, gros point de réflexion, c'est qu'est-ce que l'on fait si ce sont en fait des miliciens qui ouvrent le feu plutôt que l'armée régulière. Il y a un historique dans cette région et du coup, est-ce qu'on estime que Moscou est responsable de ces miliciens ou que l'Ukraine peut être responsable de ces miliciens si on veut faire la symétrie versus quel est le poids de l'armée régulière, du politique régulier du pays sur le contrôle d'éventuelles factions qui seront revendiquées d'un point de vue marketing, si je puis dire, autonome. Donc vous voyez qu'en fait, en théorie, c'est très simple, pas beaucoup de moyens, mais au niveau de ces réflexions, il faut se mettre d'accord, surtout s'il y a une multitude de pays, sur quelles règles d'engagement, sur quelle est la philosophie derrière, parce qu'on va le voir à la fin de la vidéo, en cas de gradation, encore une fois, c'est la coalition des volontaires, c'est pas l'OTAN. Maintenant, point très important, c'est tout ça c'est bien beau, mais le coût et les tankers. Je vous ai dit qu'on regarderait un petit peu les cartes. Là, de la Pologne à grosso modo le Dniepr, vous avez 900 km. 900 km, c'est pas banal en avion de combat. Donc c'est pour ça qu'il va falloir beaucoup de tankers. Et à votre avis, qui possède les tankers? Les Américains. Si par contre vous partez de Roumanie, là vous avez quand même jusqu'à là-bas 780 km. Donc vous pouvez avoir un impact sur la zone d'Odessa sans souci et sans trop de tankers ou avec un tanker qui reste là. Mais attention ici, si vous commencez à devoir vous projeter depuis la Pologne, on est sur des grandes distances. Donc on l'a fait, je l'ai fait en Irak quand on va dans le nord, mais ça demande énormément de tankers. Donc oui, les autres pays hors US ont quand même du tanker. Moi, j'ai ravitaillé sur du tanker français, du tanker canadien, mais on est sur de la micro-flotte et on est sur une capacité à tenir qui n'a rien à voir s'il y a un engagement américain ou pas. Donc la grande question, c'est pour pouvoir tenir dans la durée en se projetant depuis loin, il faut du tanker. Qui va fournir du tanker? Avant de poursuivre un tout petit peu sur ce sujet, une petite citation qui nous vient de l'ancien Premier ministre de Singapour. Si vous n'étudiez pas l'histoire, vous pensez forcément à court terme. Connaître l'histoire vous permet de réfléchir à moyen et long terme. Ça, c'est un sujet dont je parle souvent en entreprise. La problématique que l'on a à l'heure actuelle en Occident, c'est qu'on est focalisé sur du court terme. Quand on demande à des managers quelle est votre répartition en termes de charge de travail, la plupart sont à 90% dans le court terme, là où ils savent qu'ils devraient faire du 40 à 50% de court terme et plutôt du moyen long terme. C'est en fait notre manière de consommer du contenu, notre capacité à communiquer de manière instantanée qui nous réduisent dans le court terme. Et quand on regarde par exemple la réflexion sur les no-fly zones, sur la coalition des volontaires, on va réfléchir à 1 ou 2 coups d'avance sur l'échiquier, pas à 5 ou 6. Et on a affaire à des cultures en face qui sont plutôt des dictatures, et une dictature par définition réfléchit plutôt à moyen et long terme car elle n'a pas d'élection tous les 4 ou 5 ans. Et donc ça, c'est un point à garder en tête. On aime bien avoir ce qu'on appelle des red cells quand on réfléchit. Vous réfléchissez en tant que blue, votre camp, mais vous avez des personnes qui réfléchissent en tant que red avec leurs contraintes, avec leur vision et avec leur culture. Et quand on est face à des régimes qui sont dans la durée, il faut avoir conscience que leur réflexion n'est pas dans l'instantanéité et sur un temps plus long. Et du coup, ça peut nous poser des soucis et on va voir comment justement, si l'Europe s'est retrouvée dans un cas à ne pas pouvoir se réindustrialiser, il n'y arrive toujours pas, à bout de 3 ans, ça accélère pas vraiment, eh bien c'est principalement à cause de cette perte de capacité de réflexion à moyen et long terme. Bref, l'histoire des no-fly zones. J'en ai sélectionné quelques-unes. Irak, 91-2003. Il faut savoir que la France l'a quitté en 96 cette opération parce qu'en fait, elle l'a jugée illégale d'un point de vue droit international. 2 Black Hawk avec notamment des Français à bord, un Français à bord ont été abattus. Il y a eu 280 000 vols, mais surtout, point important, 1800 bombes de tirées. Donc c'est pas parce qu'il y avait une no-fly zone qui avait normalement vocation à protéger les Kurdes qu'en fait, eh bien, ils n'ont pas utilisé les Américains pour faire du bombardement. Et on va se rendre compte que généralement, no-fly zone OTAN égale bombardement. En Bosnie, 93-95, ça commence par l'opération Sky Monitor. On regarde, 500 violations notées. Du coup, les Nations Unies disent « Ok, par tous les moyens, vous empêchez ces violations ». Ça passe en Deny Flight, avec en 94 de l'ouverture du feu, avec 2 patrouilles de F-16 qui abattent 4 et endommagent un total de 6 aéronefs ennemis. Première ouverture du feu pour une force de l'OTAN. En 2011, moi j'étais
jeune pilote, mais j'étais au centre d'état-major, au CAOC, au centre de commandement, pour le début de la Libye. Et là, eh bien, on est sur, sur 26 500 vols, dont 7 000 de bombardements. Hein. No-fly zone, c'est quand même un peu de l'attaque au sol. Là. Beaucoup de frappes air-sol, plus de 30% réalisés par la France. Ça a duré 10 mois. Et il y avait pas mal de choses à dire sur l'après-Libye. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en Libye, c'était 260 avions sur 8 mois, qu'en Irak, c'était en moyenne 50 avions sur 12 années, avec la Turquie en point d'appui. Et le retour d'expérience, ça c'est par rapport à la Bosnie de Stanford, du Journal of Strategic Studies, c'est que 1, il faut une chaîne de commandement claire. En Bosnie, au début, il y avait une double clé, double autorisation, c'était pas très efficient. Ensuite, derrière, c'est quoi l'exit stratégie ? Pour la no-fly zone du Golfe, ça a été invasion américaine. Et en 3, il faut du support régional. Typiquement en Irak, ça a été avec la Turquie. Quand la Turquie a décidé de freiner son engagement, ça a beaucoup gêné la logistique. En définitive, mes 2 cents sur cette no-fly zone de coalition des volontaires après que la paix soit signée. Oui, nous avons une expérience en opération extérieure et c'est quelque chose que les armées occidentales sauraient facilement faire sans escalade puisqu'on est après la paix. Par contre, point d'attention, notre industrie et nos munitions. S'il faut faire régulièrement de l'interception de drones non déclarés, ça peut vite nous coûter cher et ça peut vite taper dans nos stocks. Ensuite, il faudrait voir le volume envoyé. Le problème de ce type de déploiement, on a de la chance si je puis dire, on s'est fait sortir d'Afrique donc on a moins d'avions déployés, mais on a toujours des aéronefs par exemple en Jordanie, c'est de voir est-ce qu'on garde toujours la capacité à se projeter. Donc il ne faut pas qu'on envoie trop d'avions, surtout qu'il risque d'y rester un paquet d'années. Et ensuite, comment est-ce qu'on en sort? Toujours la même question. Maintenant, point très important, OTAN versus la coalition. La coalition des volontaires ne serait pas l'OTAN, ce qui veut donc dire qu'on n'avait pas la même puissance derrière et qu'il est tout à fait possible que la coalition des volontaires rentre en conflit sur la zone et ne profite pas alors de tout l'appui de l'OTAN. On est donc sur une prise de risque purement politique. Mais l'image que je vais vous donner, on va revenir dessus, c'est ça. Le château, si vous voulez, c'est l'OTAN. Et là, on enverrait des patrouilles, des chevaliers dans la prairie devant, sans qu'ils aient la protection du château. Ça veut donc dire, regardez l'Afghanistan, que ce type de projections, regardez l'Afrique, peuvent être perdus, ce qui ne serait pas forcément une situation d'avenir pour la crédibilité des armées occidentales et de la coalition des volontaires. Comme on l'a dit, tout ça c'est une question d'équilibre, de décision. Je vous rappelle quand même que chez les Grecs, eh bien, ceux qui votaient avaient de grandes chances de partir au combat également, ce qui était une vision de la démocratie qui avait peut-être tendance à faire bien réfléchir les gens au sujet avant de voter. Qu'à l'heure actuelle, en France, au moment où j'enregistre, on n'a pas de gouvernement, qu'on a déjà vu que ça a eu un impact sur les commandes de la défense cette année, que du coup, on peut s'attendre à ce que ça continue à ne pas nous aider à accélérer dans la bonne direction. Petit détour ce coup-ci par Rome avec Marc Aurèle. Ils ont eu pas mal de guerres, hein, et entre Parthe et la campagne marcomanique en l'an 167, eh bien, ils n'avaient plus trop d'argent et plutôt que de demander de lever un nouvel impôt, ce que Marc Aurèle a fait, c'est qu'il s'est mis à vendre les trésors de l'empereur. Il leur a permis de financer la campagne marcomanique qui s'est bien passée. On va terminer cette partie-là avec une petite citation qui nous vient de James Freeman Clarke. Un politicien pense à la prochaine élection, un homme d'État à la prochaine génération. Encore une fois, il faut réfléchir à long terme. Ce qui nous amène directement à Sky Shield, qui est là dans une logique complètement différente. Pourquoi complètement différente? Parce que là, ça sera un déploiement alors que la paix n'est pas signée, ce qui est le cas actuellement. Petit point quand même, parce que ça me fait beaucoup rire. Sky Shield, en fait, c'est le nom de ce système qui nous vient de chez Oerlikon Contrave, qui maintenant, accrochez-vous bien, est une filiale de Rheinmetall. Donc c'est pas mal d'un point de vue marketing. Et ne vous y trompez pas, hein, Rheinmetall, il fallait acheter des actions il y a 5 ans parce qu'en 5 ans, ils ont fait plus 2153%. Et oui, vous l'avez loupé, dommage. Alors pourquoi est-ce que je lie directement Sky Shield à l'industrie de défense? Bien parce qu'en fait, si j'étais industriel de la défense, j'aurais qu'une envie, c'est qui est Sky Shield. Mais regardons un petit peu ce qu'ils nous disent dans leur papier qui circule beaucoup à l'heure actuelle sur la toile et beaucoup dans les médias. Donc chaque nuit, des vagues de centaines de drones et de missiles russes tuent des civils ukrainiens, vrai. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 40 000 missiles et drones longue portée ont frappé le pays, correct. Selon les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 13 883 civils ukrainiens ont été tués et plus de 35
000 et cela ne concerne que les territoires libres. On est dans du factuel, il n'y a rien à dire. Depuis la rencontre Trump-Poutine en Alaska, les frappes russes se sont encore intensifiées. Correct, on va vous montrer les chiffres après. Ce qui est quand même intéressant, quand on nous expliquait que l'industrie russe n'allait pas pouvoir tenir. Des centaines de personnes ont été tuées et le 28 août seulement, une attaque massive a fait plus de 25 morts, dont 4 enfants. Encore une fois, c'est factuel. 93% des missiles visent délibérément des infrastructures civiles. Alors là, juste un tout petit point quand même, il faut savoir, je vous partage mon retour d'expérience, à peu près la moitié des vols d'entraînement que je faisais en France, on s'entraînait à taper des infrastructures civiles. Pourquoi? Parce que les nœuds énergétiques, par exemple, eh bien, c'est quelque chose d'ultra important qu'il va falloir frapper au début de la guerre. Regardez en Irak, on a tout de suite tapé tout ce qui est production d'électricité. Maintenant, attention, il y a des choses, une école, ça n'a rien à voir, mais par exemple, vous prenez l'Irak, on a même tapé des endroits qui peuvent être perçus comme des lieux religieux parce qu'il y avait des rassemblements. Dans certains cas, il y a des règles d'engagement. Donc, il faut juste faire un tout petit peu attention à ces chiffres-là. Là, j'ai absolument rien à dire. Là, je suis quand même d'accord, mais il ne faut pas oublier que quand on fait la guerre, on est amené également, si on va dire demain on devait envahir, je ne sais pas, au hasard, si demain les Américains attaquent le Venezuela, ils vont taper ce qu'on peut considérer comme étant des installations civiles. Ça fait partie de la guerre. Maintenant, les 38 000 écoles endommagées, 600 sites culturels, 300 églises touchées, réseau électrique et chauffage urbain. Alors chauffage urbain, c'est sûr, mais réseau électrique, comme je vous ai dit, on s'y entraîne aussi. Pompe de distributeurs d'eau, supermarchés et hôtels détruits. Donc, rien à dire là-dessus. Ça, je veux bien être amené à en discuter, mais c'est pas le fond du problème de toute façon. Les Russes cherchent à rendre la vie normale impossible en Ukraine en frappant volontairement des cibles légitimes. Malheureusement, c'est la guerre. Face à ces familles ukrainiennes qui souffrent, qui meurent et qui appellent à notre aide, l'Europe et le monde ne peuvent rester inactifs. Alors, là, on quitte tout ce qui est du domaine de l'emploi militaire pour rentrer dans du politique et dans ce qui est de la valeur. Et donc, c'est pas aux militaires de juger de ça, c'est aux politiques élus par le peuple. Nous appelons donc notre gouvernement à mettre en œuvre l'initiative Sky Shield, ce qui est cohérent avec la manière dont ça marche, soutenu par des élus, c'est leur métier, des anciens généraux et amiraux, c'est peut-être un peu moins leur métier, devoir de réserve, je sais pas, ainsi que des membres de sociétés civiles issus de toute la France, du Royaume-Uni et de l'Europe et de tous les horizons politiques. Très bien. Pourquoi Sky Shield? La défense du ciel ukrainien doit reposer sur 2 dimensions. C'est là où on va pouvoir analyser un petit peu. Le déploiement d'équipements directement en Ukraine, radar, système d'interception. Il faut savoir qu'il y en a déjà, mais plus. Très bien. Le problème, c'est qu'on est un peu à l'os, donc ça aurait été bien de commander il y a quelques temps. Pour ça, il faut lancer les commandes. On en a déjà parlé. L'organisation de patrouilles aériennes par des avions basés dans des pays voisins, comme la Pologne et la Roumanie. Là, il y a des choses à dire. Ces forces resteraient loin de la ligne de front, à plusieurs centaines de kilomètres, sans aucun contact direct avec l'aviation russe. Complètement possible. Leur rôle serait strictement limité à intercepter les missiles et drones visant des civils dans les zones arrières. Attention. Comment est-ce que vous savez qu'ils visent les civils? Aucun moyen de le savoir. Pour ce qui est d'une frappe en cours. Vous voyez un missile de croisière, vous voyez un drone. Mais là, on chipote, mais on est là pour ça. Mais très bien, avec le fond, on ne peut pas être contre. Au-delà du devoir moral de soutenir un peuple qui souffre, qui nous renvoie vers le rôle de l'armée qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous les dernières lignes, très bien. Cet engagement, alors, on aurait même pu dire un peuple allié, parce que sinon on va intervenir au Soudan, en République du Congo, partout, et pourquoi pas même à Gaza. Cet engagement contribuerait à une paix réelle et durable. Alors là, on va voir le pourcentage. La Russie, ayant échoué à conquérir l'Ukraine militairement, cherche désormais à briser moralement la société civile ukrainienne. Je ne vous cache pas que je ne pense pas que ce soit avec quelques morts par mois qu'ils y arrivent. En mettant en œuvre Sky Shield, Poutine comprendra que ce second objectif est également hors de portée. Alors là, on va voir l'impact de Sky Shield avec une carte. Nous rapprocherait ainsi d'un cessez-le-feu à terme et de la paix. Donc là, on quitte le factuel pour entrer dans du wishful thinking, si vous voulez mon avis. Nos armées ont déjà intercepté des drones outils visant des navires commerciaux en mer Rouge, oui, et des missiles iraniens lancés contre Israël. Oui, on va voir les cartes. Pour ce qui est des faits et de l'augmentation des frappes, boum. Donc, clairement, capacité de production russe, ça n'a rien à voir avec ce que c'était, et ils ont accéléré, là où nous, on a encore du mal. Voilà également des cartes qu'on peut retrouver, et si on écoute un peu ce qu'ils nous disent, alors il y a différentes versions, parce que c'est pas très clair quand même ce qu'ils proposent. Il y a une version qui nous dit que ça serait juste pour l'Ouest, une autre version qui nous dit que ça serait plutôt pour aller jusqu'au Dniepr. Alors c'est 2 plans qu'on va détailler, qui sont pas du tout la même chose et pas du tout la même implication. Mais avant d'aller plus loin, c'est cette carte
qu'il faut regarder. Cette carte, elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit de fin août 24 à fin août 25, où ont eu lieu les frappes Air and Drone Strikes. Et spoiler alerte, regardez-moi ça, le long de la ligne de front. Kiev également, quelques villes par là, un petit peu ici, un tout petit peu Lviv, un tout petit peu là. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que si on veut effectivement sauver des vies, si on veut effectivement aider les Ukrainiens, eh bien, si on n'aide pas ici, on n'aide pas ici et on n'aide que là, ou même j'ai envie de vous dire ce qui est facile à faire, c'est là, l'impact. Ah voilà quoi. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est une action, mais pour quel ROI, pour quel impact? Revenons un tout petit peu sur les frappes qui ont lieu. On sait qu'en Iran, il y a des drones et des missiles qui sont passés, qui visaient Israël, c'est passé par là. Il y a eu des interceptions en Syrie, des interceptions en Jordanie. Quelle est l'énorme différence entre les interceptions qui ont eu lieu, par exemple, ici, 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 et des interceptions qui auraient lieu ici, ici ou ici? Eh bien, c'est que là, on a une base. Ici, que les Américains ont des bases, et donc, en fait, c'est entre le tireur et Israël. C'est comme, si vous voulez, si en fait les frappes étaient contre la Pologne, mais qu'ici on a des bases. Ben, ça serait très facile de décoller, de dire ces missiles passent à côté de ma base, j'intercepte, je fais feu. Donc comparer l'interception, les missions d'interception qu'il y a eu, par exemple depuis H5, depuis Djibouti, contre les bateaux, ou alors en Jordanie pour protéger officiellement H5 et ce qui se passerait dans le cadre de l'Ukraine, ne fait pas sens d'un point de vue militaire, car il n'y a pas du tout la même projection de puissance. Vous devez ici juste décoller, protéger votre base, vous devez ici venir rentrer dans un territoire et vous rapprocher de l'État en guerre en dehors des frontières de l'OTAN. Donc ça n'a rien à voir, même si, d'un point de vue purement interception, oui, on sait faire. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? Il est temps d'afficher la même détermination pour protéger un territoire européen, OP, et un pays auquel les garanties de sécurité avaient été données via le mémorandum de Budapest en 1994. Correct. France, on a également la Chine et on a également la Russie, les US qui s'étaient engagés. Et une population qui aspire à la paix et à l'intégration dans la famille européenne. En soutenant Sky Shield, nos nations réaffirmeront leur souveraineté, assumeront leur mission historique de protection d'un pays européen massacré au nom de l'impérialisme et seront à la hauteur à ce moment crucial pour une sécurité de notre continent. Donc là, on est sur de la politique, c'est normal, très bien. Abandonner le peuple ukrainien reviendrait à renoncer à nos responsabilités morales, politiques et militaires et démocratiques. Alors là, c'est très intéressant parce que on s'engage sur quoi en fait? Et c'est là où c'est super intéressant. Si c'est juste pour protéger 1% des frappes dans le fin fond, c'est se donner bonne conscience. Si on veut vraiment faire quelque chose, dans ce cas-là, on serait forcément sur un déploiement plus fort. Donc c'est pour ça qu'on va devoir étudier un petit peu tout ça. Mais ce terme d'abandonner, si c'est pour se donner bonne conscience, il faut en avoir conscience que c'est juste pour se donner bonne conscience quand même. Nous appelons tous nos pays à rejoindre formellement la coalition Sky Shield et en particulier le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer en engageant les moyens aériens et logistiques pour protéger l'espace aérien ukrainien. Donc là, ils ont l'air de dire la totale, hein, mais ce qui n'est pas cohérent avec au-dessus. Donc en termes d'état final recherché, moi je ne vous cache pas. Alors j'ai écrit à un député qui a partagé ça, mais il répond pas. Donc ça serait intéressant de savoir exactement jusqu'où ils veulent aller. Et je ne serais pas étonné que ça soit progressif, mais il faut avoir conscience, on va montrer la carte d'avant, eh bien qu'il y a une non-linéarité sur le nombre de frappes au niveau du territoire. Ça, c'est une source BBC, donc la source différente. Vous voyez clairement que le gros des frappes, c'est là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait être facilement protégé par Sky Shield? On va revenir dessus. En gros, cette partie-là, aucun souci. Mais vous êtes d'accord qu'en termes de pourcentage, alors vous allez me dire, les civils, ils sont peut-être pas là. Donc, si on prend grosso modo les civils comme étant là-dedans, ça peut être un pourcentage de l'ordre de 15-20%. Pourquoi pas? Maintenant, il faut quand même réfléchir. Avant de faire ce genre de mission, on prend les informations. Et on a vu que le 7 septembre, il y a eu 810 Shahed, 9 Iskander-K et 4 M qui ont visé l'Ukraine. Or là, qu'est-ce qu'ils nous disent? 747 ont été interceptés, et donc 747 sur 810 et 4 sur 13 pour ce qui est des missiles de croisière. Donc là, il y a un petit souci. Le petit souci, c'est quoi? C'est si effectivement ils avaient 3 interceptions sur 800, j'entends tout à fait qu'il y ait besoin. Mais 747 sur 810, ça va être compliqué de les aider. En fait, il y a un taux d'interception annoncé, je dis bien annoncé, et c'est le cas depuis longtemps, qui est tellement fort que quid de l'impact d'envoyer des avions de combat en plus?
Et donc c'est ça toute la problématique. Petite carte là, fournie par le ministère des Armées françaises. Si vous voulez effectivement que protéger cette partie-là, c'est très simple. Comment est-ce qu'on fait? On va avoir une base ici avec par exemple une QRA, une alerte. Les drones rentrent dans le territoire, sont détectés. On a le temps largement de décoller, de se mettre en place, de tourner, d'attendre. Les drones arrivent, on va en intercepter certains en bonne intelligence avec les défenseurs au sol. Mais la plupart des drones, vous êtes d'accord, 747 sur 810, ont été détruits, ont été interceptés dans cette partie-là. Donc en fait, il faut dire ce qui est, c'est de l'affichage politique. À partir de là, ça s'entend, mais il faut avoir conscience, encore une autre carte, que si l'objectif c'est juste de protéger ici, ça va plus aider en fait l'industrie de défense à tester du matos et à recueillir de la data qu'à vraiment protéger les populations. Hein. Faut pas se mentir. Maintenant, c'est un objectif en soi aussi. Hein. Donc je vous encourage à aller sur ces sites-là, regardez, on voit clairement la différence. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux cas différents. Il y a le cas où voilà, ça reste à quelques minutes et il y a de l'interception légère, mais qui reste à la marge par rapport à la réalité. Mais encore une fois, il vaut mieux être à la marge que rien du tout, hein, si vous souhaitez sauver des vies, mais il faut avoir conscience du faible impact. Et du coup, on en revient toujours à cet équilibre. Prix, problématique, poids politique, risque d'emballement versus impact réel sur le champ de bataille. Et là, c'est une vraie question pour les politiques qui est, est-ce qu'on met en avant le concept de valeur, le concept de on y va quand même. Je vous rappelle que Première Guerre mondiale, il y a eu des charges d'officiers qui sortaient d'école en tenue de sortie face aux Allemands. Oui, c'est très très bien, mais ils sont morts. Ils n'ont pas pu commander derrière. Donc il faut savoir qu'est-ce que l'on veut, quel est l'objectif et surtout, quelles sont les conséquences à moyen et long terme possible. L'autre possibilité qui viendrait jusque-là, ben là on est sur quelque chose d'assez différent, mais en termes de risque, on ne serait plus du tout sur la même chose, mais surtout en termes de coûts et de capacité réelle. Parce que vous allez le voir, si on envoie nos avions de chasse pour intercepter de nombreuses choses par là, il va y avoir un petit souci rapidement. Juste avant, petit zoom, comme ça vous voyez bien. Et le petit souci, ça va être quoi? Le petit souci, ça va être les munitions. Parce que oui, nous savons intercepter du drone avec de l'hélico, on sait intercepter avec du Mica, on va revenir dessus, mais ça fait longtemps qu'on en parle sur cette chaîne. Ce qui nous manque, nous, eh bien, c'est des roquettes laser guidées. On n'en a pas pour l'instant, c'est pas faute d'en réclamer. Et les Américains en ont. Envoyer des F-15, des F-16 avec ce genre de truc, oui, vous avez un coût d'interception qui est compatible. Envoyer des Yak-52, pourquoi pas, mais c'est difficile de se positionner d'un groupe à l'autre, donc il en faut beaucoup. Mais envoyer des avions de chasse avec du Mica, c'est pas une situation d'avenir. Donc il n'y aurait pas que de l'avion de chasse. On peut avoir des systèmes sols, ça c'est un système chinois. On peut avoir de l'anti-drone, on en a parlé. On peut avoir plein de systèmes. Mais moi je voudrais surtout me focaliser. Hein, on en parlait déjà, 42e jour de guerre, hein, du danger et de la nécessité de se protéger. Que c'est pas parce que les Russes se retiraient du côté de Kiev qu'ils pouvaient pas continuer à frapper. On m'avait repris sur le plateau, un journaliste de défense, mais force est de prouver qu'en fait on aurait pu se réveiller plus tôt en réfléchissant à ce genre de système pour le Rafale, qui n'en est pas doté actuellement. Parce que si on envoie du Rafale ou du Mirage 2000, il y a quand même de grandes chances, sauf si on sort quelque chose du chapeau, ce qui serait bien, ce que j'espère, qu'on tire du Mica. Le problème, c'est notre nombre de Mica. Ah oui, on n'a que quelques centaines de Mica en France. Donc à partir de là, si on commence à vider nos stocks de Mica pour abattre des drones, moi comme je vous ai dit, ma priorité c'est bleu, blanc, rouge, eh ben, on va vite avoir un problème pour notre capacité à faire face à une crise ailleurs. Et notre capacité de dissuasion va s'effondrer. Donc si c'est y aller pour faire de l'affichage, pourquoi pas, mais en démocratie, il faut que les gens aient conscience que c'est pour faire de l'affichage. Ou alors il faut donner les moyens à nos militaires de remplir la mission sans mettre à mal l'armée française, et ça passe par avoir de l'armement adapté anti-drone. Et ça passe par anticiper. Ça fait 3 ans qu'on attend. Ils sont où? On en revient toujours à cette problématique de l'anticipation et de Sun Tzu dans l'art de la guerre qui nous disait la tactique sans stratégie et le bruit avant la défaite. Et là, force est de constater qu'on attend toujours une arme aéroportée qui nous permette de l'interception sans coûter un demi-million d'euros, l'abattage de Shahed à 20 000 €. Et la problématique que l'on a face à Sky Shield, c'est ça. Si je suis russe, que je vois ça, je vais envoyer non pas mes drones vers ici, mais je vais envoyer mes drones vers là afin de coûter extrêmement cher en ressources à la coalition de volontaires de Sky Shield, de manière à leur tordre la main d'un point de vue guerre conventionnelle en fait. Et en plus comme ça, si derrière il y a une signature, pouf, ils viennent là, et que derrière ils veulent relancer une invasion à gauche ou à droite, nous on sera
encore plus bas en stock que ce qu'on est actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que nos Mica, c'est en source ouverte, les nouveaux, ils n'arrivent pas tout de suite, ça prend du temps à fabriquer. Et là où les Chinois ont industrialisé, automatisé la fabrication par exemple des PL15, nous on ne s'est pas dit qu'il fallait peut-être avoir cette capacité-là. Et on n'a pas beaucoup commandé, on n'a pas ouvert de nouvelles chaînes parce que les commandes étatiques ne sont pas là. Donc on en revient toujours à ça, la tactique sans stratégie et le bruit avant la défaite. Et moi j'aime bien rayer la stratégie et c'est l'industrie. Et je le dis de manière très bienveillante, mais il faut des commandes. En plus, sans gouvernement, c'est encore plus compliqué pour commander. Dans tous les cas, si on doit faire une opération type Sky Shield, c'est la règle des 4T. C'est quoi la task, l'état final recherché, c'est quoi les cibles, c'est quoi les menaces, c'est quoi les tactiques. Et imaginons, on nous dit tu dois protéger cette partie du pays. Donc on sait que la task, c'est intercepter peut-être 10 drones par attaque parce que les autres vont être touchés avant. Très bien. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc la target, la cible, ce sont des drones Shed ou quelques missiles de croisière. Les menaces. La menace, c'est un drone lorsqu'on l'abat. Il vaut mieux pas y aller au canon. On a vu qu'ils ont perdu des F-16, des MiG, ils ont eu des morts dans l'interception au canon. Je suis pas sûr que le contribuable ait envie de perdre des pilotes de combat et des rafales lors d'interception. Donc on va plutôt y aller aux missiles ou idéalement, comme on a dit, à la roquette longue portée. Et ensuite, c'est quoi la tactique? La tactique la plus économe, c'est on attend au sol. Avec des radars, ça détecte. On envoie des patrouilles, un petit peu comme la permanence opérationnelle, directement pour intercepter. Comme ça, pas besoin de rester en l'air pendant longtemps. On détecte, on voit arriver, on prend son temps, on brief, on décolle, on intercepte. On va taper 4, 5, 6 drones par vol, pourquoi pas. C'est à la marge, ça coûte très cher l'interception, mais ça fait le job. Et on est du côté du bien pour ce qui est des valeurs défendues. Maintenant, on n'a aucun moyen de savoir ce que visait en fait le drone et on n'a aucun moyen de savoir si on a vraiment sauvé quelqu'un. Mais c'est pas grave, tick in the box. Donc, il faut juste avoir conscience de ça. Maintenant, si l'objectif, et j'ai entendu un expert ancien de l'armée de terre nous expliquer que c'était jusqu'au Dniepr, jusqu'à Kiev, alors là, ça change tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Pourquoi? Eh bien, à cause de la durée pour déployer. Donc, là, on est vraiment sur le trait, mais si on n'arrive pas à détecter dès le départ que ça part, c'est-à-dire qu'il va nous falloir des avions en attente en permanence. Et là, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que s'il faut faire 500-600 km, je suis pas dans le secret des dieux, mais il faudrait voir où on les détecte et il y a de grandes chances qu'on arrive trop tard. Donc, il va falloir permettre en fait à des avions d'attendre. Là, il nous faut du tanker, le tout dans une zone où en plus il y a des défenses solaires. Dans certains coins, on va se rapprocher pour le coup des Russes. Donc là, ça peut compliquer un peu la partie. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Et là, on est sur une augmentation exponentielle du coût, de la problématique et également du nombre d'interceptions à faire. Ben oui, si on se retrouve primo-intercepteur dans ces zones-là, on va vite vider notre stock, même au niveau de la coalition, ça va partir très vite. Et donc on a vu la problématique avec les obus, si on fait pareil avec les missiles, là c'est clairement dommage. Donc en résumé, si demain on me donne le commandement de l'interception dans cette zone-là, il n'y a pas de grand risque pour nos avions, on fera le job, ça pourra faire l'ouverture d'une JT régulièrement, on aura l'impression d'aider, mais la réalité sera quand même à la marge. Si maintenant, demain, on nous dit qu'il faut protéger tout ça, rapidement, nous allons avoir un souci d'un point de vue logistique, d'un point de vue armement, et la prise de risque ne pourra pas être faible comme ici, elle sera forcément à minima modérée, si ce n'est haute, si on commence à aller dans cette zone-là. Par contre, l'impact sera beaucoup plus fort. En définitive, quand tout ça a été réfléchi, forcément, les militaires, ce qu'ils vont faire ressortir, c'est quid des munitions. Donnez-nous les bonnes munitions pour qu'on vous aide. Quid des tankers. On ne peut pas aller se mettre en attente, faire des interceptions, revenir et se poser sur le territoire de l'OTAN sans tankers. Maintenant, on a par exemple en France la capacité à avoir du Rafale Marine, nous. Et si je devais être proposer à l'Elysée un plan, moi je proposerais des Rafales marines avec des missiles RR, avec la nacelle de ravitaillement, de manière à envoyer dans le territoire que des chasseurs avec siège éjectable et non pas des tankers, car si un tanker se fait abattre par erreur par un système de défense aérienne, le poids sur la scène internationale serait catastrophique pour la coalition occidentale. Et donc, moi, je proposerais du Rafale Marine avec de la nacelle. Je proposerais qu'on passe cette nacelle sur les Rafales parce que, en fait, ça serait parfait pour ce type de territoire. Et je suis même étonné qu'à l'heure actuelle, les armées de l'air n'aient pas ce concept-là.
Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. J'insiste vraiment encore une fois sur le fait que la frontière de la Pologne, c'est cette frontière qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant, elle était juste à côté de l'Alsace. Maintenant, elle est plus loin, elle est au niveau de la frontière. Et on a l'OTAN qui fonctionne, un concept de dissuasion qui fonctionne depuis les années 40. Si vous décidez d'envoyer vos cavaliers dehors, de les faire sortir de la protection de la muraille, il n'y a pas de souci. On le voit bien dans Kingdom of Heaven. La muraille est derrière, il décide de se faire une sortie pour permettre aux villageois de rentrer se cacher, et ben ils se retrouvent encerclés par l'adversaire, et là, vous voyez ça comme des drones si vous voulez, et ils se retrouvent saturés, ils ne meurent pas, ils sont faits prisonniers, donc il y a encore de la vie, mais il faut avoir conscience que pris de court, l'armée n'est pas encore arrivée, l'armée de Jérusalem, on le voit bien dans l'extrait du film, et donc du coup, ils vont un petit peu au casse-pipe. Forcément, Français, connaissant des collègues encore d'actifs, je peux que mettre en garde sur le fait que nous ne souhaitons pas mettre nos chevaliers dans cette position-là, parce qu'en fait, on ne leur donne pas les moyens forcément de gagner si c'est pour aller au contact à cause du stock de munitions. Maintenant, il est toujours intéressant de prendre un maximum de recul. Je vous rappelle qu'une usine américaine a été touchée par des frappes russes dans l'ouest de l'Ukraine, qu'il y a de nombreuses discussions pour installer de l'industrie de défense occidentale en Ukraine. Bah oui, ça coûte moins cher de masse salariale en Ukraine, forcément. Mais du coup, eh bien, vos intérêts sont mieux protégés s'il y a une protection aérienne, bizarrement, dans l'Ouest. Vous aurez donc compris que protéger l'Ouest permet de cocher pas mal de cases, dont la protection de certaines usines. Maintenant, c'est du rôle du militaire de réfléchir à la pire situation, le worst case. Et là, ce que je vais vous développer est un tout petit peu capillotracté, mais va dans cette logique de moyen à long terme, sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais il faut toujours réfléchir au pire pour pouvoir trancher et décider de manière la plus professionnelle possible, sans regret. Qu'est-ce qui pourrait être le pire? On a déjà vu que les Russes ont fait appel aux Nord-Coréens et qu'ils ont utilisé ces militaires nord-coréens pour se battre sur leur territoire du côté de Kursk. On sait que les Américains sont présents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont jamais repartis d'une multitude de pays. Qu'est-ce qui pourrait être le pire pour les Américains, mais également peut-être pour nous? Eh bien, ça serait une sorte d'alliance avec la Chine, officiellement ou non, ils pourraient être camouflés en nord-coréen, qui viendrait en fait déployer de l'aviation sur le territoire russe pour protéger le territoire. Parce que oui, si on fait une coalition de volontaires pour protéger l'Ukraine après le cessez-le-feu, pourquoi il n'y aurait pas de coalition ou de force d'interposition ou de surveillance sur le territoire russe? Donc là, on a les deux cas possibles. Le cas le plus facile pour les Russes post-paix, c'est d'accepter des Chinois sur leur base, de manière à ce qu'ils fassent pareil, des patrouilles, de l'ISR, de la reconnaissance. Le tout en disant, bah regardez, c'est la symétrie, c'est pareil, sauf que là, on vient renforcer leur capacité militaire, on vient les aider à se déployer, et là, Trump, il va pas être content parce que Russie, Chine commencent à partir sur un gros accord. Et ensuite, derrière, l'autre possibilité, avec Sky Shield, que, à cause des quelques frappes qui ont eu lieu, par exemple à Moscou ou autre, les Russes disent, bah, alors là, il faudrait qu'ils ravalent un peu leur ego, mais si on réfléchit à long terme, ça peut être malin de leur part. On veut également de l'aide internationale pour protéger notre pays, ce qui leur permet de délocaliser leurs troupes plus vers l'avant, et ils demandent, par exemple, aux Nord-Coréens ou aux Chinois, encore une fois, worst case scénario, je dis pas que ça va arriver demain, mais vers quoi est-ce que ça pourrait aller? Et en fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est à leur place, vous feriez quoi? Ben moi, à leur place, je ferais une symétrie. Et je ferais une symétrie qui viendrait impliquer les BRICS de manière à profiter de leur capacité industrielle. Et en fait, ça se finirait en guerre de proxy industrielle entre la coalition des volontaires / ceux qui font Sky Shield et de plusieurs pays des BRICS qui produiraient, qui vous enverraient du missile, qui vous enverraient du drone, de manière à vous épuiser d'un point de vue industriel, d'un point de vue économique. Et le gros danger, la grande porte qu'on ouvrirait en fait, c'est ça. Alors je dis pas que ça peut pas arriver de base, mais je dis que il n'aurait plus qu'à faire une certaine symétrie. Ok, vous avez vos patrouilles avec vos alliés, nous on va faire nos patrouilles avec nos alliés, comme ça, ils seront garants, ils vous montreront en plus qu'on fait rien de mal. Mais ils gagnent en expérience, ils sont habitués à voir les autres avions en face, d'un point de vue guerre électronique ça y va, et surtout derrière, ça renforce une coopération de l'Ukraine à Shanghai, ce qui ne serait pas banal. Si vous voulez vraiment pousser la réflexion, ça permettrait également aux Russes de compenser leurs problématiques démographiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'idée et l'ouverture avec laquelle je voulais terminer cette vidéo, c'est réfléchissez moyen, long terme. Ne restez pas bloqué dans « ok, on met 2 avions ». Du coup, bah, on ne va pas rentrer en conflit direct avec les Russes, ils ne vont pas bombarder les bases côté OTAN.
J'ai pas peur d'escalade dans ces cas-là. Ce que j'ai plus peur, surtout qu'ils font beaucoup de bruit avec ces notions d'escalade, c'est de coopération qui grandissent. Et j'en veux pour exemple qu'ils ont déjà eu recours aux Nord-Coréens. Ça serait très malin de leur part de développer ça et de faire ruisseler, si je puis dire, au niveau des BRICS, de ces retours d'expérience. Et ça permettrait aux Chinois de monter en compétences rapidement. En définitive, il y a deux choses qu'un peuple démocratique aura toujours beaucoup de peine à faire, commencer la guerre et la finir. De Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, en 1840, des propos qui sont toujours d'actualité. N'oubliez pas, on commence, comment est-ce qu'on sort? J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous ouvrir un petit peu les chakras, de prendre du recul. On a parlé de pas mal de sujets, la frontière de l'OTAN, aller se battre au devant, très bien. Quel est l'objectif? On a parlé de ce besoin, nécessité d'anticipation, de donner à nos militaires les moyens pour qu'ils puissent accomplir les missions. De cette carte que je vous invite à suivre, on vous mettra le lien, très intéressante, qui vous permet de voir en fait la différence, l'écart entre la bien-pensance et la volonté d'agir qui est remarquable au sens premier, et la réalité de l'impact opérationnel, et du coup ce qui nous amène sur une réflexion. Est-ce qu'on a envie de se déployer sans savoir quand on ressort pour un impact réel aussi faible, quand on voit qu'il y a plus de 90% de taux d'interception sur certaines nuits, quand on voit qu'il y a très peu d'attaques de ce côté-là. Donc au final, la question, c'est pas aux militaires qu'il faut la poser, ça va être aux politiques. Les personnes qui soutiennent cette cause l'ont bien compris et dirigent d'ailleurs tout ça vers le politique. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette initiative, eh bien, elle vient amener la réflexion sur une multitude de facteurs, une multitude de choses, et j'espère avoir réussi à vous faire prendre un petit peu de hauteur sur ce sujet et certaines de ces applications parfois cachées. Alors, vous avez forcément suivi l'actualité qui est on ne peut plus dense. Et forcément, ce qui ressort des premières constatations, eh bien, c'est que le taux d'interception des chasseurs de l'OTAN est plus près des 20 ou 30% que des 90%. C'est à cause d'une défense multicouche actuellement présente en Ukraine qui n'est pas encore présente dans les pays de l'OTAN. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nos décideurs n'ont pas débriefé, n'ont pas tiré toutes les leçons de l'évolution des menaces dans la troisième dimension. Et si vous me dites, mais en fait la menace de drone, ça fait vraiment que 2 ans qu'elle existe, eh bien, sachez que vous avez tort. Pourquoi? Eh bien, parce que le premier militaire français blessé par un drone, cela remonte à 2016, c'était au Levant, en Irak, et oui, ça fait bientôt une décennie que la menace des drones existe. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que l'armée a l'air de manquer d'agilité. Qu'en temps de paix, eh bien, ça ne prête pas à conséquence, mais que là, l'écart entre le discours et les compétences réelles commencent à se montrer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer de cap. On finit avec un petit papier de la résistance pour terminer dans la bonne humeur. Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est, peut-être pire. Ah, on va arrêter de se la culer douce à Paris.